À la une de l'actualité, le Conseil scientifique français favorable à une réduction de la période de quarantaine saisie par le gouvernement. Les experts ont validé l'idée d'un arrêt de seulement 7 jours contre 14 jusqu'ici. Dispositif à milieu de celui adopté par la Suède. Pas de confinement, pas de masque obligatoire. Le pays qui fait figure d'exception en Europe. Pour quel résultat? On va retrouver sur place notre envoyé spécial James André pour faire le point dans un instant. À la une également de l'actualité, le retour des tensions entre Londres et Bruxelles alors qu'un 8e round de négociations est relancé aujourd'hui. Les discussions sur le Brexit qui reprennent sur fond d'incertitude 7 mois après le divorce. Les Britanniques ne savent toujours pas à quoi ressemblera leur relation avec l'Union européenne à compter du 1er janvier prochain. Où est donc Maria Kolesnikova, 24 heures après son enlèvement? On ne sait toujours pas où se trouve cette figure de l'opposition biélorusse. Les 2 autres opposants portés disparus à ses côtés se trouvent actuellement visiblement en Ukraine, où ils auraient peut-être été exfiltrés de force. La situation provoque l'indignation de l'ex-candidate à l'élection biélorusse qui vient de réagir, vous l'entendrez dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal sur le front du coronavirus. Tout d'abord, le Conseil scientifique français se dit désormais favorable à un raccourcissement de la quatorzaine saisi par le gouvernement sur ce point. Les experts ont estimé que la période de quarantaine pouvait être finalement ramenée à seulement 7 jours, 2 fois moins donc. La France qui fait face à un regain de la pandémie, notamment dans les dom-toms où plusieurs écoles ont été contraintes de fermer depuis la rentrée. À cela s'ajoutent des coupures d'eau assez malvenues en temps de Covid. Explication avec nos confrères de France 2. Regardez. Tout juste une semaine après la rentrée des classes et déjà une vague de fermeture des écoles en Guadeloupe. Une cinquantaine d'établissements sont concernés. En cause, le coronavirus, mais surtout le manque d'eau potable. En Guadeloupe, les coupures d'eau sont un problème récurrent. Le réseau est vétuste et à cela s'ajoute depuis quelques jours une grève des agents de la régie. Sans eau, en pleine crise sanitaire, impossible de réunir les conditions d'accueil des élèves. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les autorités s'en inquiètent. Les conséquences pourraient être potentiellement dramatiques si cette crise venait à durer. Les enjeux pour les enfants, à peine revenus à l'école pour certains après 6 mois d'absence, sont primordiaux au plan de l'apprentissage et de la socialisation pour les plus petits. Des solutions sont d'ores et déjà envisagées par l'Agence régionale de santé. Une distribution de gel hydroalcoolique va être réalisée. Sur le front du coronavirus, elle fait figure d'exception en Europe. La Suède a jusque-là mené une politique totalement à contre-courant des autres États. Pas de confinement imposé, pas de port du masque obligatoire non plus. Les écoles là-bas n'ont jamais fermé. James André, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Suède. Vous êtes en train d'enquêter précisément sur ce cas, la Suède, où l'on vit totalement différemment cette période. Expliquez-nous. Écoutez, c'est bien simple. Quand on se promène dans Stockholm, que vous voyez derrière moi, eh bien, on a l'impression que le coronavirus n'a jamais existé en réalité. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument personne avec des masques. La distanciation sociale, certes, est pratiquée, c'est la demande officielle des pouvoirs publics. Certaines tables sont fermées dans les cafés et les restaurants. Mais malgré tout, on a l'impression que les tables sont finalement assez resserrées. Les serveurs travaillent sans masque, sans gants. Bref, tout apparaît complètement normal. Et même hier, c'était la sortie du bureau vers 18h. Il faisait très beau et il y avait tout le monde dehors en train de discuter, de boire des boissons le long des quais ici à Stockholm, et tout apparaissait parfaitement normal. Alors vous l'avez dit, les écoles n'ont jamais fermé, les écoles sont ouvertes, les enfants sont à l'école sans masque. Simplement, au-delà de 16 ans, l'enseignement se fait en distanciel, et dans les entreprises, on demande de privilégier le télétravail. Alors vous allez le voir, bien sûr, tout le monde n'est pas à 100% d'accord avec cette stratégie. Il y a eu un très grand nombre de morts chez les personnes âgées, notamment dans les établissements qui s'occupent de la fin de vie ici en Suède. Mais malgré tout, la population est plutôt en accord avec ce qui se fait. Voilà ce que les gens de Stockholm avaient à nous dire hier lorsque nous les avons interrogés. The rest of the world is probably considering Sweden as the most reckless country right now. But I'm not too bothered the way Sweden has handled it. Actually, I think it's quite all right. I'm not worried. You're all gonna get it in one way or another, I've actually had it, but now I have what do you call it, antibodies? Yeah, exactly. Well, it was very good, I think, to have the schools open,
But Sweden was, of course, unlucky with the elder people. The place where I was dancing every Sunday, an orchestra of 6 persons, 2 died in corona there. I think I also got it at that place. I have mixed feelings about it. It bothers me that there are so many people in the restaurants, and it's hard to know what's the right thing to do. I'm not sure. But then again, now it seems like the corona cases are going down. So it seems like we came out on the other side and it worked quite well. Voilà, effectivement, c'est sur les chiffres que ça va se jouer. À partir de ces chiffres qu'on pourra tirer des conclusions. D'où cette question, est-ce que cette stratégie, James, s'avère payante ? Alors écoutez, c'est clairement trop tôt pour le dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'effectivement, vous parliez des chiffres. Alors la Suède a eu 5837 morts, dont environ la moitié chez les personnes âgées qui étaient placées donc dans des institutions spécialisées où, il faut le dire, on vient relativement tard en Suède. C'est généralement la dernière année de vie. Donc il s'agit bien sûr de gens qui n'étaient pas forcément en très bonne santé. Il y a eu également des gens jeunes, comme par exemple une star de la télévision dont on parlait hier qui a décédé. Et ça, c'est quelque chose qui avait choqué la nation. Alors, parlons chiffres. Il y a eu donc 5837 morts ici en Suède. Dans les 2 pays voisins, à savoir la Norvège et la Finlande, ce sont des chiffres rapportés à la population qui sont environ 10 fois inférieurs. Donc il y a eu 10 fois plus de morts ici depuis le début de la pandémie que dans les pays voisins. Évidemment, c'est extrêmement important. Là où il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est le nombre de contaminations par jour à l'heure actuelle, qui est tombé à des chiffres extrêmement bas. D'ailleurs, la presse norvégienne parlait du fait que le nombre de contaminations en Norvège venait de dépasser la Suède pour la première fois depuis le mois d'avril. Ça, c'était les gros titres d'il y a 2 ou 3 jours. Donc ici, le nombre de contaminations sur 24 heures, le dernier chiffre dont on dispose, il s'agit du 6 septembre, eh bien c'était 63. Pour rappel, en France, on est entre 7 et 9 000 en ce moment. Rapporté à la population, eh bien c'est environ 20 fois moins qu'en France. Alors la grande question que tout le monde se pose ici, c'est est-ce que la stratégie a fonctionné ? Est-ce que le pic de coronavirus est derrière les Suédois? Est-ce que effectivement ils ont réussi à atteindre cette immunité de groupe dont beaucoup parlent, on dit qu'il faut entre 70 et 90% de la population qui soit immunisée avec des anticorps. Est-elle durable? Évidemment, il y a énormément de questions, mais juste ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec une moyenne de nouvelles contaminations d'environ 100 cas sur toutes les 24 heures, eh bien, le nombre est extrêmement bas. J'ajoute quand même, bien sûr, que si 63% des Suédois, dans la dernière étude qui a été menée, le dernier sondage, ont affirmé qu'ils étaient en faveur de cette politique et qu'ils soutenaient l'épidémiologiste en chef de la Suède qui a pris ces décisions, il s'agit d'un homme qui s'appelle Andreas Tegnell et qui est désormais très célèbre, eh bien, il y a quand même des gens qui sont contre cette stratégie, notamment ceux qui ont perdu des proches lorsque la pandémie battait son plein, et notamment il y a un collectif qui s'est formé, qui s'appelle Stop Senicide, arrêter donc le gérontocide en Suède, et eux ils vont manifester ce samedi pour le port du masque. C'est évidemment l'inverse de ce qu'on a pu voir en France ou en Allemagne ou en Espagne ou ailleurs. Voilà, donc en fait, pour vous résumer, une stratégie là encore controversée. C'est peut-être le seul point commun avec les autres États européens. Merci beaucoup, James André, pour les conclusions. Il faudra les tirer à plus long terme. On aura compris. C'est le jour J pour la reprise des pourparlers sur le Brexit. Londres et Bruxelles repartent sur une 8e session de discussion dans un peu plus de 3 mois. La période de transition post-divorce s'achèvera et l'on ne connaît toujours pas les détails de la future relation entre les deux parties. Les négociations pour arriver à un accord de libre-échange sont par exemple toujours dans l'impasse, de quoi raviver de vieilles tensions, comme nous l'explique tout de suite Éléonore Vanel. C'est le début d'un 8e round de discussion. Les tensions montent de nouveau entre Londres et Bruxelles. Le Premier ministre britannique Boris Johnson menace et évoque une possible remise en cause de l'accord. Il doit y avoir un accord avec nos amis européens d'ici le Conseil européen du 15 octobre pour qu'il entre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Si nous n'arrivons pas à nous accorder d'ici là, je ne vois pas d'accord de libre-échange entre nous et nous devrions tous deux l'accepter et aller de l'avant. Alors que Londres et Bruxelles avaient établi en 2019 les conditions de départ du Royaume-Uni, le gouvernement britannique envisage depuis une nouvelle législation qui menacerait certains compromis, notamment ceux trouvés sur le statut de l'Irlande du Nord dans les relations commerciales avec l'UE.
Un texte qui risque de torpiller les négociations en cours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé au Royaume-Uni ses obligations. Je fais confiance au gouvernement britannique pour mettre en œuvre l'accord de retrait, une obligation en vertu du droit international et une condition préalable à tout futur partenariat. Le protocole sur l'Irlande du Nord est essentiel pour protéger la paix et l'intégrité du marché unique. En cas d'absence de compromis, les règles de l'Organisation mondiale du commerce s'appliqueront avec des droits de douane élevés. Un scénario peu enviable alors que les États membres et le Royaume-Uni sont déjà très affaiblis économiquement par l'épidémie de coronavirus. Les négociations semblent en tout cas pour le moment au point mort. Elles butent notamment sur les règles de concurrence et sur la pêche. Les Européens veulent conserver leur accès aux eaux britanniques. Londres veut augmenter ses quotas de pêche dans ses eaux territoriales. L'angoisse s'épaissit d'heure en heure quant au sort réservé à Maria Kolesnikova, cette figure de proue de l'opposition biélorusse qui n'a toujours pas donné de nouvelles depuis sa disparition hier, poussée selon les témoins dans un minibus hier matin en plein centre de Minsk. Cette icône de la contestation a été emmenée à la frontière ukrainienne que 2 autres opposants auraient franchi ces dernières heures. Elle aurait résisté. La situation demeure extrêmement floue, comme nous l'expliquait un peu plus tôt à Kiev Gulliver Krag. Les gardes frontières ukrainiens ont confirmé que les 2 collègues de Maria Kolesnikova, M. Rodnenkov et M. Kravtsov, sont entrés en Ukraine, mais Maria Kolesnikova n'est pas arrivée dans le pays. Juste maintenant, il y a eu un commentaire d'un homme politique ukrainien assez en vue, Anton Gerashchenko, qui est proche du ministre de l'Intérieur, qui dit qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays de par leur propre volonté, parlant de M. Rodnenkov et Kravtsov. Et il y a une source qui a parlé à l'agence de presse ukrainienne Interfax Ukraina. C'est une source anonyme, donc à prendre avec des pincettes, mais qui dit qu'elle aurait déchiré son passeport à la frontière ukrainienne exprès pour ne pas pouvoir rentrer dans le pays. Donc elle résistait une tentative de déportation. Cela serait conforme à ce qu'elle a toujours maintenu depuis le début de cette contestation. Elle a toujours insisté qu'elle ne quitterait pas la Biélorussie. Les autorités biélorusses, en revanche, racontent une toute autre histoire. Ils disent que ce sont les collègues de Maria Kolesnikova, Rodnenkov et Kravtsov qui l'ont éjectée de leur voiture juste au moment de traverser la frontière en accélérant. Et c'est quand elle a été poussée de cette voiture qu'elle a été arrêtée par les autorités biélorusses. Pour le moins, cette histoire semble un peu farfelue, un peu difficile à croire, mais c'est ce que disent pour le moment les porte-paroles des agences de frontières biélorusses. Et nouvelle un peu plus rassurante en revanche du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny, il va mieux. Il a été sorti de son coma artificiel, il réagit à la parole et va progressivement cesser d'être placé sous respirateur artificiel. C'est ce qu'indiquent ses médecins allemands 18 jours après son malaise à bord d'un vol commercial en Sibérie. Son staff qui tient toutefois à rester prudent sur l'évolution de son état, dont Moscou continue à démentir toute responsabilité. Le Kremlin pressé tout à l'heure par l'ONU de mener une enquête sur ce crime. C'est dans ce contexte que le procès en appel de Khaled Drareni s'ouvre aujourd'hui à Alger. Le journaliste indépendant avait été condamné à 3 ans de prison ferme en août dernier pour avoir suivi une manifestation du Irak. Il devait commencer à comparaître en milieu de matinée, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse. On a assisté ces dernières semaines à une très forte mobilisation, vous le voyez, en faveur de sa libération. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. L'info revient tout de suite sur France 24. MMA, interruption spéciale. Oui, Ludivine, je suis ici dans un cabinet médical avec cette patiente, Corinne. Corinne, vous angoissez un peu, n'est-ce pas? Non, c'est juste un contrôle. Je veux dire, au niveau du tarif, c'est une consultation qui peut quand même coûter cher, non? Non, je suis tranquille. Avec les prises en charge de mon assurance santé MMA, mon budget santé est maîtrisé. Zéro tracas. Zéro blabla. Envoyez la pub. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat santé.
Installez-vous devant votre programme avec Quadro, intérieur sur mesure.